Cameroun Voice, vous écoutez sans détour. Nous recevons Luc Michel, que nos auditeurs connaissent très bien. Luc Michel est souvent passé sur notre plateau. C'est un grand connaisseur des questions géopolitiques du Moyen-Orient et du Caucase. Luc Michel, bonsoir. Oui, bonsoir à tous vos éditeurs et très heureux de me retrouver à nouveau sur votre radio qui est une des meilleures. Vous êtes le patron d'un think tank international qu'on appelle EOD. Vous êtes sur tous les fronts. On vous retrouve en Afrique, en Asie et au Caucase. Qu'est-ce qui fait courir EOD? Ah, mais il n'y a pas qu'EOD. EOD, en fait, est la partie académique intellectuelle d'une organisation internationale, ce qui nous fait courir une certaine idée de la marche du monde, le refus de l'impérialisme et le refus de la colonisation de l'Europe, comme nous refusons la colonisation de l'Afrique. Alors, nous allons rouvrir le dossier ukrainien. Nous en parlions le 22 décembre dernier. Vous étiez sur ce même plateau pour parler du dossier ukrainien. Les choses ont beaucoup changé. Et la dernière fois où nous parlions de l'Ukraine, vous sembliez dire que les manifestations du Maïdan auraient fait long feu. Qu'est-ce qui a changé dans votre lecture de l'actualité d'alors? Pourquoi est-ce que les choses se sont précipitées à Kiev? Les choses se sont précipitées à Kiev parce que derrière Kiev, il y a les Occidentaux, principalement les Américains, les Européens n'étant là que comme porteurs de valises de la diplomatie et du gouvernement américain. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont profité d'une fenêtre d'opportunité. Ce sont les Jeux Olympiques de Sotchi. Les Jeux Olympiques de Sotchi ont obligé la Russie de Poutine à faire profil bas et à ne pas pouvoir réagir comme il l'aurait voulu. Lorsque nous avons arrêté la dernière émission, la Russie venait de faire des accords économiques avec le gouvernement Yanukovych. Il s'agissait de fournir 15 milliards de dollars pour empêcher l'Ukraine de tomber en faillite. Pendant ce temps-là, donc, les Américains et les Européens ont repris en main les gens du Maïdan. On a particulièrement pris en main les groupes de choc, c'est-à-dire que le noyau dur du Maïdan, c'est une série d'organisations néofascistes et néo-nazis avec des milices. Il y a Svoboda, il y a Pravi Sector, il y en a d'autres. On a équipé ces gens, particulièrement Pravi Sector, par exemple, a été équipé d'uniformes allemands. On leur a donné des moyens quasiment illimités. On parle de plusieurs milliards. On parle de plusieurs milliards donc de dollars qui ont été donnés depuis 1 an et demi pour le coup d'État de Kiev. Et donc la rue a repris le contrôle. Les Russes, toujours prisonniers de la logique de Sotchi, c'est-à-dire d'une Russie ouverte, moderne, tolérante, tendant la main au monde, ont fait une énorme erreur diplomatique. Ils ont permis un accord entre Yanukovych et les putschistes du Maïdan. Et cet accord, c'était quoi? C'était que les troupes des deux côtés, donc les forces de l'ordre du gouvernement et les milices du Maïdan, se retiraient du centre de Kiev. La constitution devait être modifiée, mais suivant les normes constitutionnelles ukrainiennes, elle ne l'a pas été ensuite, et alors il y aurait eu des élections présidentielles plusieurs mois après, mais encore cette année, auxquelles Yanukovych lui-même aurait probablement participé. À peine l'encre de la signature de l'accord le vendredi soir a-t-il été sèche, cet accord, je le précise, a été garanti par les ministres des Affaires étrangères de ce qu'on appelle le groupe de Weimar, c'est-à-dire la France, la Pologne et l'Allemagne. Yanukovych a fait l'erreur de retirer unilatéralement toutes les troupes, tout le service d'ordre du centre de Kiev, et immédiatement pendant la nuit, les milices fascistes, qui cette fois-ci étaient équipées de blindés, j'ai publié notamment sur ma page Facebook des photos, qui étaient équipées de blindés, d'uniformes, ont pris le contrôle de tout le centre de la ville. Le Parlement a été encerclé, des députés ont été menacés, frappés, des familles de députés ont été prises en otage, et on leur a fait voter illégalement et inconstitutionnellement
la destitution de Yanukovych. Yanukovych lui-même a dû quitter le centre de Kiev et puis nous y reviendrons. Oui, nous y reviendrons, Luc Michel, mais justement, Moscou a assisté impuissant à cette dégénération de la situation. Est-ce que Moscou aurait pu faire différemment que faire profil bas comme il a fait devant la déferlante du Maïdan? Bah écoutez, moi ce que je viens de vous dire, je pense que les Jeux Olympiques de Sotchi ont été une merveilleuse opportunité politique, mais ont été une erreur géopolitique tragique. Moscou s'est fait piéger par ces Jeux Olympiques, par l'impossibilité d'avoir une réaction du même type que celle des Occidentaux. Une fois les choses faites, il y a eu un espèce de vide qui a duré plusieurs jours, et la réaction de Moscou, elle est maintenant en route depuis une dizaine de jours. C'est l'auto-organisation des régions de l'Est, et particulièrement de la Crimée. Alors, ce qui se fait dans l'Est ukrainien, il faut comprendre, ne se fait pas évidemment sans au moins, je dirais, une autorisation informelle de Moscou. Il y a en ce moment, il y a des politiciens russes importants. Ils ne sont pas là, évidemment, si le Kremlin n'était pas d'accord. La Douma, ce matin, par exemple, c'est l'information du jour, s'est réunie à voter à l'unanimité un appel au gouvernement, donc à Poutine, à aider les Ukrainiens et à les protéger. Ça, c'est l'élément. Donc, la réaction russe, nous y assistons, et elle est particulièrement solide depuis 48 heures. Nous allons revenir sur la situation en Crimée, notamment à Sébastopol. Mais Yanukovych a été chassé du pouvoir par l'opposition néofasciste ou nationaliste. C'est selon. La situation en Crimée est pour le moins tendue. Nous en parlions tout à l'heure, notamment avec l'entrée des chars russes à Sébastopol. Alors, qu'est-ce qui se passe en Ukraine en ce moment? Quelles sont les idéologies qui sous-tendent l'opposition entre les deux Ukraines aujourd'hui? Mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est que il n'y a pas actuellement aujourd'hui de chars russes qui sont entrés dans Sébastopol. C'est une série de fausses informations qui sont lancées par les médias de l'OTAN. La Russie a la plus grande base navale de la mer Noire, elle est à Sébastopol. Ils ont des accords militaires qui leur permettent là-bas donc d'entretenir des troupes, et les troupes ont le droit de se déplacer. Jusqu'à maintenant, les troupes russes ne sont pas intervenues dans aucune ville de Crimée, et les chars russes protègent simplement l'entrée de leurs installations. Vous avez peut-être vu dans les médias depuis 48 heures une espèce de nouvelle armée qui intervient en Crimée. Ce sont les nouvelles milices d'autodéfense qui ont été levées par le Parlement régional de Crimée. Et contrairement à ce qu'on raconte dans les médias français particulièrement, elles ne portent pas d'uniforme russe, ce sont apparemment des uniformes Abkhazes. Bon, maintenant, votre question elle-même, elle est intéressante parce que elle porte sur la donnée centrale du problème, c'est qu'il y a deux Ukraines. Il y a deux Ukraines que sépare l'idéologie, que sépare l'histoire, que sépare la culture et la langue. L'Ukraine, jusqu'au XVIIIe siècle, était un tout petit État. Ce sont les Russes et puis les Soviétiques qui ont fait cette grande Ukraine que vous voyez aujourd'hui sur les cartes, en lui annexant différents territoires. Nous avons donc à l'Est, parce que c'est le plus facile, on a une Ukraine qui a toujours été liée à l'Empire russe, puis à l'Union soviétique, où l'on parle majoritairement le russe, qui est la majorité de la population ukrainienne d'ailleurs. À l'Est vit entre 55 et 60% des Ukrainiens. Même pour les non-russes, le russe est la langue de communication, de culture, de sport. Mais ça se passe aussi comme ça dans d'autres pays, dans la plupart des anciens pays soviétiques. Et au niveau idéologique, ce sont des gens qui sont plutôt à gauche. Ils votent pour le parti des régions de Yanukovych, qui est un parti de centre-gauche, mais ils votent aussi pour des partis pro-russes qui sont très à gauche, et pour le parti communiste d'Ukraine de Simonenko, qui est très proche du parti communiste russe de Gennady Zyuganov. Donc c'est une gauche nationale. Ces gens vivent aussi dans un souvenir, dans une idéologie, c'est celle de la grande guerre patriotique contre le fascisme.
c'est le combat de Staline entre 41 et 45 contre Hitler, et ce sont des régions, dernière donnée historique, qui ont souffert terriblement de l'occupation allemande entre 41 et 44. Il y a eu des massacres, pas seulement de juifs, hein, il y a eu de nombreux massacres de Russes, d'Ukrainiens. Donc voilà la première donnée du problème. L'Ouest ukrainien, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ce sont des régions qui, jusqu'en 1918, je vous rappelle pour que vos lecteurs comprennent qu'avant 1918, il n'y a jamais existé d'État ukrainien. L'État ukrainien qui existe, que l'on dit ukrainien, qui existe autour de l'an 1000, autour de Kiev, c'est un État russe. L'invasion des Tartares va faire que Moscou, qui est toujours la capitale donc maintenant de la Russie, va prendre la place de Kiev quand les Tartares vont occuper ce qui est l'actuelle Ukraine. Donc ce n'est pas l'État historique de Kiev à l'an 1000 n'est pas un État ukrainien, c'est un État russe. À l'est, il y a une série de provinces qui vont appartenir successivement à la Pologne, à la Lituanie. Il y a des minorités roumaines. Et il y a une province qu'on appelle la Galicie, dont la capitale est le Lviv en ukrainien, le Wolf en polonais ou en russe, qui est le centre du nationalisme extrémiste ukrainien depuis un siècle. Elle appartenait à l'Autriche. La religion les sépare aussi, puisque dans l'Ouest, ce sont ce qu'on appelle des uniates. Ce sont des catholiques, mais qui suivent le rite orthodoxe, mais qui reconnaissent l'autorité du pape. Ils sont férocement anti-russes. L'une des bases du nationalisme extrémiste ukrainien, ce sont les prêtres, comme en Pologne d'ailleurs. La deuxième chose, il y a aussi des catholiques traditionnels, donc ces gens-là n'ont aucune affinité avec la Russie, avec l'orthodoxie, n'ont pas d'histoire commune. Alors, si je vous comprends bien, Luc Michel, vous êtes en train de dire qu'il y a deux Ukraines antagonistes. Est-ce qu'on pourrait parler dans ce cas d'une nation ukrainienne improbable, impossible? Écoutez, moi, vous savez que je vis à Bruxelles. Ça me fait penser un peu à la Belgique. À la Belgique aussi, on a essayé de faire tenir ensemble des Wallons qui sont des Français de culture et des Flamands, et ça ne marche pas. On parle maintenant depuis 50 ans de la séparation de la Belgique, qui va arriver un jour ou l'autre. C'est la même chose en Ukraine. On a mis des gens ensemble à deux reprises. La première fois en 1918, lorsque les gens de l'Ouest ont créé le premier État ukrainien, et puis à partir de 1921, lorsque les bolcheviks ont créé une Ukraine dans l'Union soviétique, ça a marché tant que l'Union soviétique a existé, mais ça a marché de façade. C'est ce qui explique la collaboration, parce que c'est la dernière chose dont je voudrais parler pour qu'on comprenne pourquoi l'Est russophone refuse les gens de l'Ouest et les politiciens qui viennent de prendre le pouvoir à Kiev, c'est que ces gens sont les héritiers de la collaboration nazie et fasciste de 41-44. En Galicie, les nazis ont été accueillis avec des fleurs. Les Allemands ont immédiatement autorisé les partis fascistes, notamment le fameux Bandera, qui est le héros encore du Maïdan aujourd'hui. Il y avait des portraits de lui partout dans Kiev. Ils ont favorisé la levée de milices. Ces milices ont fait des massacres, pas seulement de juifs, ce qu'on appelle des pogroms. Ils ont tué des juifs, des polonais, des roumains, des russes, par centaines de milliers. Ils ont fourni l'encadrement de certains camps de concentration. Dans certains camps de concentration, il y avait une dizaine de SS. Les autres gardes étaient ukrainiens ou lituaniens. Et alors, ils ont notamment, c'est un des grands sujets qui fait hurler, bien entendu, les russophones dans la partie Est, ils ont formé plusieurs divisions dites galiciennes de la Waffen-SS. Le gouvernement Yanukovych, qui est issu de la révolution orangiste de 2004, ils ont été au pouvoir entre 2004 et 2010, a réhabilité le collaborateur Bandera, qui a porté l'uniforme nazi, et ils ont permis la glorification des anciennes divisions SS. Donc un fossé s'est créé qui n'a pas été créé par le Maïdan maintenant. Les gens qui ont pris le pouvoir à Kiev il y a 10 jours, par un putsch, je le dis, par un putsch armé, ce sont les héritiers de la collaboration nazie, et les gens qui se soulèvent pour le moment dans tout l'Est ukrainien,
pas seulement en Crimée. Vous devez savoir que depuis ce matin, il y a des manifestations populaires à Kharkov, à Odessa, à Nikolaïev. À Odessa, on a même hissé des drapeaux soviétiques. Ces gens sont les héritiers, évidemment, du combat anti-nazi. Donc, c'est impossible. Tout le storytelling, toute la fiction ukrainienne des médias de l'OTAN, où on vous explique qu'il va y avoir une réconciliation nationale, qu'il faut dire, c'est impossible. Entre les deux Ukraines, il y a des centaines de milliers de morts. D'accord. Le pouvoir a donc changé de main à Kiev, hein, et les velléités séparatistes, vous venez d'en parler en filigrane, sont de plus en plus fortes en Crimée. Trois questions, Luc Michel. Alors, la séparation de la Crimée de l'Ukraine est-elle envisageable à l'heure actuelle? Qui en aurait intérêt? Et qu'est-ce que cela peut-il changer dans la donne géopolitique de la région? Écoutez, la géopolitique domine la question de la Crimée, en tout cas. C'est-à-dire que la Crimée est un enjeu géopolitique majeur pour les Russes. Les Russes ne peuvent pas perdre la Crimée. Ils y ont leur principale base navale. Il y a des arrivées des principaux oléoducs du pétrole, donc ils doivent tenir Sébastopol et la Crimée. Juridiquement, la Crimée est déjà actuellement une république autonome au sein de l'État ukrainien. Maintenant, la question de la séparation, on va un peu vite en besogne, évidemment. Il y a un mouvement qui réclame en tout cas une séparation ou une autonomie, qui est soutenu visiblement par une grande partie de la population, qui vient de se doter de milices d'autodéfense. Cette population demande ou une Crimée indépendante ou le retour à la Fédération de Russie. Mais ça, c'est un projet à long terme. Sur quoi pouvons-nous réfléchir? Parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un qui base mon analyse sur des choses concrètes. Il faut se baser sur ce qu'on appelle les républiques autoproclamées venues du froid. C'est les 4 petites républiques qui se sont créées lorsque l'Union soviétique a implosé en 1991-92. C'est ce qu'on appelle la Transnistrie, qui est la République moldave du Dniester, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et la République du Haut-Karabakh. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des États qui se sont séparés, on appelle ça une sécession, qui ont proclamé leur indépendance, qui se sont dotés de tous les attributs d'un État, Parlement, président, Cour constitutionnelle, armée, service de sécurité, passeport, mais qui n'ont pas été reconnus par la communauté internationale. Moscou a entretenu avec eux des rapports économiques, des rapports politiques, a donné des passeports à leur population. Les étudiants, par exemple, de Tiraspol, la capitale de la Transnistrie, ils finissent leurs études à Moscou. Mais Moscou ne les a pas reconnus. Il a fallu la guerre de 2008 entre la Russie et la Géorgie pour que uniquement l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud soient reconnus. Donc moi je pense que la situation évoluera probablement dans ce sens-là. À moins évidemment que le pouvoir qui s'est établi à Kiev et qui est un pouvoir extrêmement faible ne reste pas en place. Maintenant, le choix de Moscou, parce qu'il faut être complet, ce n'est pas celui-là. Avant les événements, donc avant moi ce que j'appelle le putsch du Maïdan, c'est-à-dire il y a 10 jours, Moscou avait fait des propositions à Yanukovych. Qu'est-ce que voulait Moscou? Une fédéralisation absolue de l'État ukrainien, où les régions de l'Est auraient eu une indépendance beaucoup plus grande. Ça, c'était le scénario que Lavrov a notamment proposé à Yanukovych il y a quelques semaines. Donc, la sécession elle-même, maintenant, qu'est-ce qui peut arriver, monsieur? Parce que c'est ça qu'il faut regarder. Et que vos éditeurs vont y comprendre. Ça va dépendre essentiellement de comment les choses vont se passer. Il y a eu déjà, depuis plusieurs jours, des tentatives de Kiev de reprendre par la force le pouvoir. Ils ont essayé à Kharkov mercredi, ils ont échoué. Ils ont, paraît-il, échoué cette nuit à Simferopol. C'est ce qu'affirme le ministère des Affaires étrangères russe ce matin. Donc, imaginez-vous que des soldats ukrainiens, ou encore pire, des milices néofascistes, tuent des Russes. Évidemment, la situation sera tout à fait différente, mais je ne suis pas quelqu'un qui appelle au sang. Donc, il ne faut pas souhaiter ça. Maintenant, la nature du pouvoir de Kiev doit également être prise en cause. C'est-à-dire que vous avez, lorsque vous regardez les médias de l'OTAN, vous avez l'impression, on a chassé Yanukovych,
vous avez l'impression qu'un nouveau régime s'est installé en Ukraine et qu'il contrôle tout. Bon, pour commencer, Kiev ne contrôle plus 60% de la population. Ce sont toutes les régions de l'Est. Deuxièmement, ni l'armée ni les forces de sécurité ne sont sûres. Vous devez savoir que, par exemple, les forces spéciales du ministère de l'Intérieur, jeudi, ont refusé d'aller à Simferopol pour désarmer les Berkouts. Les Berkouts, c'était les forces spéciales qui tenaient Kiev. D'accord. Luc Michel, nous reviendrons sur cet aspect. Je voudrais insister sur, vous parlez tout à l'heure de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Alors, y a-t-il des similitudes en termes de valence géopolitique vue de Moscou ou de Bruxelles entre la Crimée, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, justement? Est-ce qu'on peut faire des comparaisons? La principale analogie, elle est avec la Transnistrie. Elle est avec la République moldave du Dniester. Parce que, vous savez que moi, je suis un spécialiste de ce dossier-là. J'y suis allé souvent. J'ai publié pour Ayot le seul rapport non issu des instituts de l'OTAN sur la Transnistrie. Les événements qui se passent actuellement dans l'Est ukrainien me rappellent la Transnistrie. C'est-à-dire que le mouvement que vous voyez est un mouvement qui relève de ce qu'on appelle la démocratie directe. Ce sont des gens qui se réunissent, qui destituent les responsables qui soutiennent Kiev, qui nomment de nouveaux maires, de nouveaux gouverneurs, et qui forment des milices d'autodéfense. C'est comme ça qu'est née la Transnistrie. L'analogie, elle est également avec les populations. C'est-à-dire que l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud, c'était des minorités ethniques au sein de la Géorgie qui étaient protégées sous l'Union soviétique. Dans le cas de la Transnistrie, c'est différent. La population majoritairement là-bas, à la chute de l'Union soviétique, n'était pas roumanophone moldave, elle était russe et ukrainienne. Ce sont donc des gens qui ont refusé que leur langue ne soit plus la langue officielle. C'est ce que le gouvernement, les putschistes de Kiev viennent de voter. Ils ont enlevé aux Russes le statut de langue officielle. Donc l'analogie, elle est analogie pour Bruxelles, aussi pour Moscou. Parce que, vous savez, la Transnistrie, c'est un des points d'appui géopolitique de Moscou. C'est ce qui contrôle notamment le flanc sud de l'Ukraine et la Moldavie. La Crimée, c'est exactement la même chose. C'est ce qui verrouille le flanc nord-est de l'Ukraine. Et pour les gens qui sont ici de l'OTAN, ou des États-Unis, l'analogie est également la même, c'est-à-dire que c'est une catastrophe géopolitique pour eux, une Transnistrie indépendante et une Crimée indépendante. Alors, vous parlez tout à l'heure, restons dans les considérations géopolitiques de la Crimée. Alors, la mer d'Azov, on sait, a une importance capitale pour Moscou, en ce qu'elle constitue un élément important dans la clé des 5 mers, la mer Baltique, la mer Blanche, la mer Caspienne, la mer d'Azov et la mer Noire. Peut-on imaginer concrètement une perte de la Crimée? C'est-à-dire que... Ce qui est important surtout pour eux, ce sont les deux grands ports que sont Sébastopol et Odessa. Mais écoutez, on vole ici, votre question, elle est vraiment pour moi du plus grand intérêt, parce qu'on plonge dans les fondamentaux de la géopolitique. Allez relire le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, allez relire Jean Thiriard, qui est le fondateur de la géopolitique de la Grande Europe, vous verrez que l'Ukraine est la clé de la puissance russe. Si la Russie perd l'Ukraine, elle cesse d'être une puissance impériale. Si la Russie contrôle l'Ukraine, elle est de fait une puissance impériale. Contrôler l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire nécessairement tout le territoire actuel de l'Ukraine, et vous allez revenir à la question de la scission d'ailleurs entre les deux Ukraines. Ça veut dire contrôler la Crimée, l'accès à la mer d'Azov, comme vous l'avez très bien souligné, les ports d'Odessa et de Sébastopol, les arrivées des grands oléoducs de gaz et de pétrole. Le pétrole, lui, il arrive à Sébastopol. On oublie ça, on ne voit que le gaz quand on voit l'Ukraine, mais il y a aussi le pétrole, et alors le contrôle des régions industrielles, qui sont les régions de l'Est. Toute l'industrie lourde ukrainienne, que l'Union européenne veut démanteler, notamment les industries d'armement, parce qu'elles concurrencent celles de l'Union européenne.
elle est dans la région Est, avec notamment le fameux bassin du Donbass industriel, avec Dniepropetrovsk et Donetsk, qui est le fief de Yanukovych. Donc la Russie ne peut pas perdre. Maintenant, la question de savoir comment va évoluer la question, moi vous savez que je suis quelqu'un, je ne manie pas la langue de bois. Donc, je suis un ami de la Russie de toujours, dont je peux aussi me permettre d'être critique, et parfois je dis des choses qu'on ne dira pas un peu brutales. Moi, je pense que un des scénarios envisagés par Moscou depuis le début, c'est la scission. Je l'ai écrit il y a 5 ou 6 jours, tout simplement lorsque j'ai vu que tout l'Est russophone se soulevait. Il y a eu, il y a 10 jours, à Kharkov, un congrès des régions russophones d'Ukraine, avec tous les gouverneurs de province, et il y avait là-bas, officiellement représentés, des politiciens russes de premier plan, notamment Dimitri Pushkoy, qui est le président de la commission des affaires étrangères de la Douma. Il y avait tous les gouverneurs de régions russes limitrophes de l'Ukraine, qui eux sont des officiels de l'État russe. Donc ces gens n'auraient pas été là si Poutine n'avait pas été d'accord. Lorsque j'ai vu ce congrès où des décisions ont été prises, ce qu'ils ont appelé l'auto-administration de leur région, c'est ce qui est en train d'être mis en place en Crimée depuis 5 jours, mais depuis 4 jours à Kharkov, et depuis ce matin, les insurrections, les soulèvements populaires, les grandes manifestations, dans toutes les capitales des grandes régions, Nikolaïev, Donetsk, Odessa bien entendu. Donc je pense qu'une des options de la Russie, c'est celle-là. Il ne faut jamais perdre de vue, c'est que les Russes sont des joueurs d'échecs, c'est le grand pays des joueurs d'échecs, et qu'un joueur d'échecs envisage plusieurs coups. Je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais quand on joue aux échecs, on prévoit plusieurs coups d'avance, et on prévoit plusieurs options. La politique internationale telle qu'elle est menée par les Américains et l'OTAN, ce ne sont pas des échecs, c'est de la boxe. On monte sur un ring et on essaye de mettre KO l'adversaire. Et puis on ne sait plus voir. Et on arrive à des situations comme la Syrie où l'Occident ne sait pas se dépêtrer. Non. Nous parlerons, Je pense qu'en Russie, on risque d'arriver à ça. Nous parlerons de la Syrie tout à l'heure, hein, du parallèle entre la situation en Ukraine et celle au Venezuela et en Syrie. Mais restons en Ukraine. Hein. Le pacte oriental, hein, ce cadre, le partenariat oriental, ce cadre de coopération conçu par l'Union européenne à destination de 6 pays, hein, de l'ex-bloc soviétique, va certainement s'appliquer à l'Ukraine avec le changement de pouvoir. Mais est-ce que la rivalité entre l'Ukraine de l'Est et celle de l'Ouest ne va-t-elle pas constituer une pesanteur supplémentaire à l'accession de l'Ukraine à l'Union européenne? Écoutez, moi je vais commencer par vous dire quelque chose qui va encore être brutal, mais pour le moment, ce que vous appelez le changement de pouvoir en Ukraine, c'est un pouvoir putschiste, faible, pas reconnu par la Russie, qui ne contrôle pas la moitié du pays, qui va être dans quelques jours dans défaut de paiement, c'est-à-dire en faillite économique. L'aide que la Russie avait proposée de 15 milliards ne sera pas versée, et on a appris ce matin que le Fonds monétaire international ne verserait rien avant la fin du mois d'avril. Le FMI pourra verser de l'argent, non? Mais la Russie ne versera pas d'argent, il serait fou de le faire. Et le FMI va le faire, l'Union européenne va le faire aussi, non? Et l'Union européenne n'a pas d'argent, monsieur. Il faut arrêter de comprendre. Bon, ça rappelle un peu le poker bancaire aussi, l'Ukraine. Il y a un joueur qui a vraiment les moyens de jouer, c'est Poutine. Lui a mis sur la table 15 milliards de dollars. Les Européens, eux, ont fait des promesses, je souligne, pour 400 millions d'euros. Ils parlent de monter à 1 milliard. Le problème, c'est que ce milliard, ils ne l'ont pas pour l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Et alors, les Américains parlent de mettre 1 milliard d'euros. Ils n'ont pas cet argent non plus. On est dans les promesses. Vous savez, régulièrement, on promet de l'argent à des pays. Vous êtes au Cameroun, vous savez ce que sont les promesses de donateurs aux pays africains. Il n'y en a pas beaucoup qui envoient la couleur. On en a promis à la Libye, on en a promis à beaucoup d'autres. L'argent n'est jamais arrivé. Donc, l'Ukraine va être en faillite dans quelques jours. Deuxièmement, l'Ukraine a une énorme dette vis-à-vis de la Russie, plusieurs milliards de gaz non payés,
Un prix privilégié, Moscou a annoncé aussi ce matin. C'est pour ça que je vous ai dit que nous étions dans un jour décisif, parce qu'il y a une série de choses qui se mettent en place. Le ministre de l'économie russe a précisé que la dette devrait être payée pour qu'on maintienne le prix réduit, et que le prix réduit ne se maintiendrait qu'avec une stabilité et des gens qui payaient leur crédit. Donc, ce que vous appelez le gouvernement ukrainien, les gens avec qui discutent pour le moment Bruxelles et Washington, ce sont des gens qui ne contrôlent pas le pays, qui ne sont pas d'accord entre eux, et en plus de tout ça, qui sont au bord d'une faillite. Donc, attendons de voir ce qui restera, et alors maintenant, évidemment, le soulèvement des régions de l'Est va créer un point supplémentaire de dissolution de ce que j'appelle, moi, la junte de Kiev. Vous devez savoir aussi qu'ils ne s'entendent pas. Le mouvement néofasciste Svoboda, pour que vos auditeurs africains comprennent, c'était le correspondant du Front National des Le Pen il y a encore 2 ans. Donc c'est une extrême droite raciste, xénophobe. Svoboda a déjà organisé des manifestations contre le gouvernement du Maïdan auquel il participe, parce qu'ils ne sont pas contents de la répartition des ministres. À ça s'ajoute la montée en Ukraine d'une force, c'est la milice Pravi Sector. Pravi Sector, ça veut dire le secteur droit. C'est une énorme milice équipée et contrôlée visiblement par les services secrets de Mme Merkel, qui ont toujours contrôlé les Ukrainiens. Et Pravi Sector trouve que Svoboda est trop mou et que les gens comme Timoshenko, Artsenyuk, Klitschko sont des gens qui trahissent le nationalisme ukrainien. Maintenant, pour achever de contrôler la situation, à Lviv, par exemple, c'est Pravi Sector qui a pris le pouvoir. C'est eux qui contrôlent la mairie de Lviv. Donc attendez avant de tirer des plans sur le partenariat oriental, sur des choses pareilles. Ce qui est sûr pour le moment, c'est la signature de la Moldavie. Mais la Moldavie n'a rien reçu d'intéressant. La Moldavie n'a reçu qu'ils vont avoir une facilité de visa, ce qui ne représente pas grand-chose. Et le Bélarus est sorti de facto du partenariat. Il est allié à la Russie dans la nouvelle Union eurasiatique. Et l'Arménie rentre l'année prochaine dans l'Union eurasiatique, alors qu'elle aurait dû rentrer au sommet de Vilnius dans le partenariat. Donc pour moi, la question du partenariat oriental, c'est un thème d'agitation médiatique. D'accord. Alors, restons encore dans cette actualité ukrainienne avant de voir les projections, les parallèles avec ce qui se passe à Caracas au Venezuela. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous en faisiez allusion tout à l'heure, Yanukovych, je veux dire Yulia Tymoshenko, une des grandes décisions de ce changement de situation à Kiev a été la libération de l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko, qui était l'égérie de la révolution orange de 2004. Alors, selon vous, quel rôle politique pourrait jouer dans la nouvelle Ukraine des personnalités comme Yulia Tymoshenko, justement, ou Vital Klitschko? Écoutez, Yulia Tymoshenko, premièrement, était en prison, non pas pour des motifs politiques, mais pour de la corruption, des abus de pouvoir et des enquêtes liées à l'assassinat de journalistes. C'est une oligarque, donc comme il y en a en Russie. Elle a fait fortune dans le pillage du gaz en Ukraine dans les années 90, et si on l'appelle Jeanne d'Arc à Paris, les médias de l'OTAN, en Ukraine on l'appelle la Gas Princess. Elle est détestée dans l'Est russophone. Sa libération est une très mauvaise chose pour la junte de Kiev. Ne vous laissez pas avoir par les sourires, etc., parce que Yulia Tymoshenko est une femme, on l'appelle la dame de fer, c'est une femme comme Margaret Thatcher qui est avide de pouvoir. C'est une femme autoritaire, brutale, la première chose qu'elle va faire, c'est éliminer Klitschko, qui lui représente les intérêts allemands. Son parti Udar est une filiale de la CDU-CSU de Mme Merkel, et alors elle va s'opposer frontalement également aux néofascistes de Svoboda. Ce que je vous dis là, c'est une analyse que je partage avec de nombreux analystes russes et ukrainiens. Donc, c'est un souci. Ce n'est pas une aide ou ce n'est pas une bonne chose pour la junte de Kiev. C'est un souci supplémentaire.
Hum. Alors, Luc Michel, maintenant, essayons de voir, hein, peut-on faire des parallèles entre la situation en Ukraine aujourd'hui et la poussée de fièvre qu'on connaît depuis quelque temps à Caracas au Venezuela, ou alors la situation qui est désormais chronique en Syrie? Mais à l'origine de tout ça, c'est une opération américaine. Ce sont des réseaux américains qu'on appelle les réseaux Otpor. C'est-à-dire, Otpor, c'est le mouvement qui a renversé Milosevic avec l'argent américain en 2000, dans ce qui était encore la Yougoslavie, à Belgrade, et qui est devenue une organisation internationale qui forme les activistes de ce qu'on appelle les révolutions de couleur à l'Est, et qui forme les activistes de ce qu'on a appelé le printemps arabe. À partir du printemps arabe, quelque chose de supplémentaire est arrivé, c'est-à-dire que jusque-là, les révolutions de couleur, on se contentait de renverser les gouvernements en place. Ce ne sont pas des manifestations pacifiques, comme la propagande de ces réseaux d'Otpor le raconte. Ce sont des gens qui ont pris brutalement le pouvoir, comme vous l'avez vu à Kiev d'ailleurs, qui ont pris le pouvoir à Belgrade, à Tbilissi en Géorgie, au Kyrgyzstan, qui ont essayé plusieurs fois au Bélarus et en Moscou, où ça n'a pas marché. Ce qui a changé avec le printemps arabe, avec la Libye, c'est qu'une fois que l'insurrection, je dirais politique, dans la rue ne marche pas, on passe à la transformation en guerre civile. C'est-à-dire que des milices armées apparaissent dans le monde arabe djihadiste, comme en Syrie, et à l'Est, milices néofascistes. Les néofascistes sont au cœur des réseaux américains contre l'influence russe dans toute l'Europe orientale, y compris en Russie même, au Bélarus, etc. Ce sont donc des gens qui sont condamnés officiellement par les gens de l'Union européenne. Vous savez que François Hollande, par exemple, qui soutient la junte de Kiev avec Fabius, il a interdit et dissous il y a 5 mois des mouvements similaires en France. On est donc dans l'hypocrisie la plus complète. Les Américains jouent très bien. Et alors, il y a une erreur, mais vous savez que je n'aime pas jouer les Cassandres, parce que c'est le cas malheureusement. À chaque fois que j'interviens sur votre antenne, j'explique qu'il ne faut pas tomber dans la stupidité de croire que l'impérialisme américain est faible, qu'il est en train de perdre la guerre, qu'il est en train de perdre la domination mondiale. C'est l'inverse qui se passe. Depuis l'agression de l'Afghanistan en 2001, les Américains ont fait un sans faute. Saddam Hussein n'est plus au pouvoir, Kadhafi n'est plus au pouvoir, la Syrie n'est plus une grande puissance régionale, même si ce que je souhaite personnellement, le gouvernement légitime de Bachar el-Assad va rétablir l'ordre et la situation, la Syrie est détruite, dévastée, ruinée, et à l'Est c'est la même chose. Regardez où était l'OTAN à la chute de l'Union soviétique en 1991, prenez une carte de l'OTAN aujourd'hui, vous verrez que l'OTAN a repris les pays baltes, a des accords d'association avec la Moldavie, avec l'Ukraine, évidemment. Les pays du pacte de Varsovie sont tous dans l'OTAN aujourd'hui. Ancienne Tchécoslovaquie, Tchéquie, Slovaquie maintenant, Roumanie, Hongrie. Dans la ceinture du Caucase, la Géorgie est un pouvoir hostile à la Russie. Donc, on est dans une opération géopolitique de grande ampleur que les Américains ont défini par un concept qui est celui du Grand Moyen-Orient. Ne vous trompez pas sur le nom. Le Grand Moyen-Orient, pour les Américains, il comprend la Méditerranée, le Caucase, et il comprend toute l'Afrique subsaharienne. Ce qui se passe aussi au Mali, en Centrafrique, ce sont les séquelles de cette opération. Alors, le Venezuela, nous avons fait une émission lorsque Chavez est mort, et vous savez qu'il y a eu une première tentative de révolution de couleur lorsque Maduro a été élu, qui a duré pendant quelques jours, et ma conclusion était qu'on n'était qu'à la fin du premier round. Nous sommes maintenant au deuxième round. Les Américains ont également profité de Sochi, parce qu'il y a de nombreux accords entre la Russie et le Venezuela, donc qui est aussi un des alliés de Moscou. Donc ils ont profité de la fenêtre d'opportunité où la Russie était
paralysés par les Jeux Olympiques de Sochi, et ils ont agi. Mais ça vous dit aussi la puissance des réseaux américains. Les Américains sont capables actuellement de déstabiliser et d'attaquer plusieurs gouvernements en place en même temps. Et si je vous comprends, en Syrie, c'est pas terminé non plus, hein. Et si je vous comprends bien, Luc Michel, ça veut dire que ce qui se passe actuellement en Ukraine pourrait, vous ne seriez pas surpris que cela se produise au Venezuela, c'est-à-dire que Nicolas Maduro passe des temps difficiles. Écoutez, pour autant que le deuxième round ici se termine bien pour Maduro, il y en aura un troisième. Derrière, est-ce que vous me laissez un tout petit peu, ça sera très bref, mais pour expliquer ce qu'est l'opposition vénézuélienne. C'est un mouvement qui s'appelle la table de l'opposition unie. Le but, MUD. Elle est constituée de partis d'extrême droite qui fournissent, comme en Ukraine, les troupes de choc. Il y a notamment des gangs néo-nazis armés liés au trafic de la drogue et aux raquettes. Et ça comprend, comme la Jeune de Kiev, des partis du centre, des partis de centre droit, et il y a même quelques petits groupuscules trotskistes qui soutiennent ça, comme il y a des trotskistes qui sont alliés aux néofascistes de Kiev, parraines de la Russie et des partis communistes classiques. Donc Maduro, pour le moment, il est face à une insurrection violente. Le mouvement étudiant dit des mains blanches, il est lié justement au réseau officiel d'Oppor au Venezuela, qui a le même logo avec le poing brandi qui est utilisé partout, qui est aussi le logo utilisé par les groupuscules féministes féminines, etc. C'est toute une organisation de déstabilisation. Ces gens, à quoi servent-ils? Ils servent à créer une situation de chaos, des manifestations, un gouvernement paralysé, et puis dans un deuxième temps, arrivent les milices néofascistes, armées, équipées, et elles passent au putsch violent. C'est ce qui s'est passé à Kiev. Dernière question, avant de sortir de cet entretien, Luc Michel, on s'arrête un peu en Syrie où la situation s'enlise plus que jamais. Est-ce qu'une solution militaire est possible en Syrie aujourd'hui? Moi, mon avis, c'est que la solution n'est que militaire. J'ai toujours écrit que moi je n'ai aucune sympathie, aucune illusion, surtout pas sur l'ONU. L'ONU a servi à quoi? Elle a servi de point d'appui à l'impérialisme depuis qu'elle existe. L'ONU, ce sont des fonctionnaires internationaux grassement payés pour profiter ou créer ou abuser de situations contre lesquelles ils n'ont rien fait. Donc Genèse 2, moi je n'y ai jamais cru. J'ai écrit le jour de l'ouverture qu'on essayait de marier l'eau et le feu. Donc la solution, elle est où? Il n'y a pas de solution politique. La solution, elle est militaire, et dans un deuxième temps, après une victoire militaire de Damas, mais la situation n'est pas bloquée. Militairement, Damas avance, a fait d'énormes progrès. Les djihadistes sont en perte de vitesse, ils se battent entre eux, ils ont des pertes énormes. Damas, maintenant, a une armée qui s'est habituée à la guerre qu'elle doit mener. Elle est bien soutenue par la Russie, elle est bien soutenue par l'Iran. Il y a des avancées. Ce sont les Occidentaux qui racontent que la situation est bloquée. Toutes les grandes villes sont en passe d'être prises pour le moment. Donc, moi, je crois que l'option, elle est militaire. Et alors, dans un deuxième temps, c'est un mouvement de réconciliation nationale. C'est ce que Damas propose entre le Front populaire qui est au pouvoir à Damas, qui représente le parti Baas, deux partis communistes, des partis nasseristes, etc. C'est une alliance de 7 partis. Les partis kurdes, qui sont de facto alliés à Damas, et alors ce qu'ils appellent l'opposition nationale, c'est-à-dire des partis qui ne sont pas au gouvernement, mais qui sont représentés au Parlement à Damas. Vous devez savoir que Damas, c'est pas une dictature comme on le raconte ici. Moi, vous savez que j'ai conduit une mission à Damas au mois de juin 2013. J'ai été reçu au Parlement par des partis d'opposition, communistes et kurdes, représentés au Parlement, qui y disposent de bureaux, avec qui nous avons parlé, et qui ne sont pas dans le gouvernement, mais qui ne soutiennent pas les djihadistes, et avec qui Damas est prêt à faire un grand mouvement de réconciliation nationale. Maintenant, l'option militaire, de toute façon, elle va être imposée à Damas. Vous savez que les Américains sont en train de préparer maintenant une nouvelle attaque militaire à partir de la Jordanie.
Il y a eu des changements dans le leadership en Arabie Saoudite. Le prince Bandar Sultan, qui dirigeait les services secrets, apparemment a été mis de côté. C'est lui qui dirigeait, je dirais, des opérations qui ne plaisaient pas aux Américains. Le nouveau chef des services secrets, c'est un prince saoudien qui a été formé militairement à West Point, c'est un officier américain. C'est le plus américanophile de tous, paraît-il. Donc, de nouveau, l'Arabie Saoudite marche la main dans la main avec les Américains. Leur point d'appui, c'est le gouvernement fantoche de Jordanie, parce que la Jordanie a toujours été un outil au sein de la Ligue arabe, aux mains de l'impérialisme britannique puis de l'impérialisme américain. Et paraît-il, ce sont les inquiétudes, ce sont les informations que nous avons par les renseignements iraniens et russes. Il y aurait une grande opération qui se préparerait contre Damas. C'est la raison pour laquelle aussi on est en train de reparler des armes chimiques. On dit que Damas ne va pas assez vite pour les démanteler. Donc on n'exclut pas non plus un bombardement américain. La question de Damas et de Kiev, elle est intimement liée. Parce que les deux théâtres sont liés. Chacune des parties va tenter d'aller affaiblir l'autre de l'autre côté. Donc, les Américains vont tenter d'affaiblir Moscou aussi bien à Kiev qu'à Damas, et Moscou va tenter l'inverse. Et alors, tout va dépendre de la dégradation des rapports à cause de l'Ukraine, cette fois-ci, entre les Américains et les Russes. Vous avez vu l'intervention d'Obama hier vendredi soir, donc. Les menaces qu'il a proférées contre la Russie, menaces qui ont été renouvelées par l'OTAN. La clé de tout ça, ça va être la participation ou non d'Obama au sommet du G20 à Sochi au mois de juin. Vous saurez là-bas, si Obama n'y va pas, le climat de guerre froide sera reparti. Mais on est là sur une spéculation à long terme. L'histoire, elle se fait actuellement, non plus à Kiev, parce que Kiev n'a jamais été une révolution. Il y a une révolution populaire qui est en route depuis une semaine, en Crimée, et qui est en train de gagner tout l'Est ukrainien. C'est ça la donnée qu'il faut prendre en compte, pas le reste. Luc Michel, merci. Je vous remercie. Bonne soirée à vos auditeurs. Au revoir.